Nombreuses ont été les critiques adressées au concept de faille métabolique ou même à la théorie des métabolismes en elle-même. Parmi ce qu'on appelle les post-marxistes, le géographe Noël Castré dénonce un prétendu dualisme ontologique du marxisme, à savoir que, d'après lui, le marxisme distinguerait la société et la nature comme deux entités essentiellement distinctes. Une posture anti-écologique puisque ce serait percevoir la nature de manière uniquement instrumentale, un outil que les humains pourraient user autant qu'ils le souhaitent sans être inquiétés. Considérer que la nature et les humains sont deux choses séparées, ce serait présenter la société comme étant complètement indépendante du reste de la nature. Pourtant, Marx écrivait lui-même que la société, les humains en faisaient partie, que la société faisait partie intégrante du métabolisme naturel, et donc que les perturbations du métabolisme entre l'humain et la nature étaient de facto des perturbations du métabolisme naturel. C'est en fait un postulat matérialiste fondamental. La nature est définie par Marx comme étant le monde extérieur sensible, les conditions globales de survie. Elle existe bel et bien, c'est une réalité objective qui existe indépendamment des humains. L'ontologie marxiste de la société et de la nature est donc une ontologie moniste, à savoir qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est en fait la même chose que pour ce qui concerne le corps et l'esprit. Un dualiste comme Descartes affirme l'indépendance de l'esprit par rapport au corps, leur séparation. Pour les monistes, cette séparation n'est pas possible, puisque l'esprit n'existe que grâce au corps, grâce au cerveau, organe matériel, corporel. L'esprit a besoin d'une base matérielle pour se déployer. Il existe de la matière sans esprit, mais on n'a jamais vu un esprit sans matière. De la même manière, il n'y a pas de société sans base naturelle sur laquelle elle puisse s'élever. Pour autant, il faut bien pouvoir distinguer les sociétés humaines du reste de la nature. Si nous nous refermons dans une ontologie moniste plate, très en vogue de nos jours, il est impossible de voir les spécificités de la société à une époque donnée et de comprendre par la même occasion les destructions de la nature dans son ensemble. L'esprit n'existe pas sans le corps, pour autant, l'esprit porte en lui une dimension tout autre que celle du corps. La situation est la même pour la société. Voilà le sujet de cet épisode, l'ambivalence moniste-dualiste du marxisme, la seule perspective nous permettant de développer une critique anticapitaliste sans pour autant tomber dans un dualisme cartésien. Cette ambivalence ne peut être appréhendée sans la théorie du métabolisme, quelque chose qu'avait compris le marxiste hongrois István Mészáros. C'est un philosophe qui appartient à l'école de Budapest, opposé au pouvoir stalinien, dont la figure de proue reste évidemment Georg Lukács, dont nous parlerons également dans l'épisode. Dans son livre « Au-delà du capital vers une théorie de la transition », Mészáros indique que la nature et la société doivent être comprises comme deux niveaux d'un même ensemble. Le niveau primaire, c'est celui de l'interaction incessante du métabolisme des humains avec la nature. Ce premier niveau dépend donc concrètement du climat, de la situation géographique, de la disponibilité et de l'accessibilité des ressources et de l'énergie. Ce sont en fait les conditions naturelles objectives que les humains trouvent devant eux pour leur survie sur la planète Terre. C'est ce qui leur permet de subsister, de se reproduire dans le temps. Sur ce niveau primaire s'érige un niveau secondaire. C'est le métabolisme social. Les humains produisent des outils, une certaine organisation du travail qui modifie la spécificité de leur métabolisme avec la nature, le niveau primaire. C'est ce que Mészáros appelle, accrochez-vous, les médiations de second ordre des systèmes reproductifs sociaux historiquement spécifiques. Le niveau secondaire, la société et son organisation économique historiquement spécifique affectent la forme du niveau primaire. Pour Mészáros, le niveau secondaire capitaliste n'est pas compatible avec le niveau primaire, mettant en péril les conditions de reproduction de la force de travail. Mészáros parle justement d'une limite absolue de la nature que le capital ne peut dépasser, celui-ci tend toujours à relativiser l'absolu en essayant de devenir lui-même l'absolu, en totalisant toujours davantage, à savoir en subordonnant toujours plus la nature à sa propre logique d'accumulation. Il la pille,
et l'artificialise toujours plus. Il devient une nouvelle nature. Les conditions du métabolisme entre l'humain et la nature sont altérées jusqu'à son épuisement complet, jusqu'au point de non-retour. Le capitalisme se caractérise donc par son déni de l'absolu, les limites naturelles, qu'il confond avec le transcendantal. Il pense pouvoir traverser ces limites, les dépasser. Mais c'est une illusion. Si la nature peut exister sans les humains, l'inverse n'est pas vrai. La nature est le substrat sur lequel la société s'élève. Elle ne peut pas la dépasser. Le capital se pense plus naturel que la nature elle-même. Plutôt que de questionner son propre modèle, il tente de remodeler la nature suivant ses intérêts. Il tente de transcender les limites naturelles. Mais il ne peut pas le faire éternellement et pas avec toutes. Reconnaître qu'il existe des limites absolues serait se tirer une balle dans le pied. Le capitalisme conduit inexorablement l'espèce humaine à sa perte par la destruction de la base matérielle qui soutient sa propre existence. Mésaros se distingue donc des marxistes orthodoxes en indiquant que les progrès du capital ne sont plus que des progrès pour lui-même et pas pour l'humanité, ni pour l'avènement du socialisme. Sans le savoir, Mésaros s'inscrit dans l'héritage du vieux Marx qui, à la fin de sa vie, avait abandonné le schéma de développement presque messianique des forces productives qu'il avait exposé auparavant. Le vieux Marx avait compris que les forces productives développées par le capital étaient en réalité marquées de son empreinte spécifique et n'étaient pas toujours conservables, n'étaient pas soutenables dans un monde détaché de la croissance capitaliste, exploitant à la fois la terre et le travailleur. Mais ça, nous le verrons plus en détail dans le dernier épisode. Alors que Mésaros et Lukács font partie de cette même école du marxisme, l'école de Budapest, Lukács n'est pas du tout connu comme un penseur écologiste. On connaît son concept clé de réification qui explique la naturalisation des faits sociaux par la force immanente du capital, mais sa théorie se limite en fait à la société, au niveau secondaire. Dans la réédition de son ouvrage majeur, Histoire et conscience de classe, Lukács y ajoute d'ailleurs une longue préface d'autocritique. Le concept marxiste central de travail manquait dans Histoire et conscience de classe, même s'il s'agit de l'activité fondamentale médiatrice de l'échange métabolique entre les humains et la nature. Il écrit par exemple « La portée de l'économie est restreinte parce qu'il lui manque sa catégorie marxiste de base, le travail en tant que médiateur du métabolisme entre la société et la nature. » Lukács a abondamment critiqué Engels, à qui il reprochait d'avoir étendu la dialectique à la nature. Pour Engels, effectivement, c'est parce que la nature fonctionne dialectiquement et que la société fait partie de la nature que nous devons aussi appliquer la méthode dialectique pour comprendre la société, à savoir comprendre son évolution par des contradictions internes, agissant comme le moteur de l'histoire, la principale étant évidemment la lutte des classes. Pourtant, c'était aussi ce que pensait Marx, un grand admirateur de Darwin et de sa théorie de l'évolution. Avec l'origine des espèces en 1859, Darwin avait effectivement prouvé que la nature procédait dialectiquement, qu'elle évoluait avec le temps et n'était pas figée, éternellement identique, comme la présentait l'Église avec sa doctrine créationniste. Marx écrit par exemple dans sa lettre à Lassalle du 16 janvier 1861 « Le livre de Darwin est très important et me convient comme soubassement de la lutte historique des classes. » Au passage, c'est d'ailleurs sur ce point que Lukács était déjà critiqué par Gramsci. Dans son livre « Contre la nature », le chercheur Stephen Vogel caractérise l'approche de Lukács comme étant celle d'une méthodologie dualiste conduisant à une ontologie dualiste. En bref, les particularités de chaque domaine, la nature et la société, nécessiteraient des méthodes différentes provenant des différences de propriété de ces domaines respectifs. La nature et la société seraient deux choses complètement distinctes. Il n'y a donc pas lieu de leur appliquer la même méthode de compréhension. Mais cela va à l'encontre du postulat matérialiste de Marx sur la continuité entre la nature et l'humanité. Et en plus, pour Lukács,
La nature n'est pas simplement donnée sans aucun changement historique, mais est profondément médiée par les relations sociales. Il proclame même que la nature est une catégorie sociale, qu'elle serait un produit de la société, ce qui est une contradiction avec son premier dualisme ontologique, puisque si la nature est un construit social, alors la nature et la société ne sont pas distinctes. Cette contradiction chez Lukács est partagée par nombre de chercheurs. Vogel a alors essayé de sauver l'héritage de Lukács en poussant jusqu'au bout son dernier constat de la nature comme d'une catégorie sociale. Celle-ci serait effectivement construite par l'homme. Il écrit par exemple « L'environnement est socialement construit. La société est construite de manière environnementale. L'humanité et l'environnement ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Une conclusion qui ne signifie pas que nous sommes les maîtres du monde, ni qu'ils nous maîtrisent non plus, mais plutôt que le monde et le nous sont si profondément interconnectés qu'il n'existe aucune façon de savoir où l'un s'arrête et où l'autre commence. » La fin de cette phrase est très importante. En voulant défendre ce monisme de Lukács, Vogel l'amène dans un monisme plat qui ne peut pas distinguer le niveau primaire du niveau secondaire, puisqu'il n'existe aucune façon de savoir où l'un s'arrête et où l'autre commence. Vogel enterre pour de bon Lukács dans une perspective réifiée, à savoir qui naturalise les rapports sociaux. S'il n'existe qu'un seul niveau, alors le capitalisme, les lois du marché, sont naturelles, comme l'est la loi de la gravitation. C'est pourtant là que repose la différence entre la société et la nature. Les lois économiques sont des conventions. Elles n'existent que pour la société, tandis que la loi de la gravitation existe que nous le voulions ou non. Ne pas distinguer les deux, c'est se placer dans une perspective bourgeoise qui neutralise les possibilités de transformation de l'ordre social et nous rend complètement impuissants aux destructions de la nature engendrées par le capitalisme. Lukács se serait donc enfermé dans un constructivisme social, ne produisant aucune critique sur les spécificités du métabolisme social capitaliste. Il semblerait donc nécessaire de le mettre au placard. Mais Lukács est chanceux. Dans les années 1990, après l'effondrement du bloc de l'Est, on retrouve dans les archives du Parti communiste de l'Union soviétique des notes manuscrites de Lukács complètement inconnues, écrites entre 1925 et 1926, soit 3 ans après la parution d'Histoire et conscience de classe. Ces manuscrits sont publiés en 1996 sous le titre A Defense of History in Class Consciousness, Taylism and the Dialectic. Un livre dans lequel est mis à l'honneur le concept de métabolisme. C'est en découvrant ces notes, encore très méconnues aujourd'hui, que Kohei Saito s'est aperçu que Vogel disait vraiment n'importe quoi. Lukács explique par exemple qu'il a été mal compris et que ce terme de catégorie sociale ne désignait pas la nature en elle-même, mais la connaissance de la nature. La nature est une catégorie sociale, devient donc la connaissance de la nature est une catégorie sociale. Ce qu'il veut dire, c'est que notre savoir sur la nature est socialement construit, que les recherches scientifiques ne peuvent pas être considérées comme des études simplement objectives, comme si les scientifiques pouvaient se placer en dehors du monde social le temps de leurs recherches. Nos connaissances scientifiques sont aussi influencées par les conditions d'existence, les structures sociales d'une certaine époque. Entre un fait et son observation se trouvent des conditions, des méthodes, des outils produits socialement. En ce sens, il n'y a pas de dualisme scientifique entre sciences sociales et sciences naturelles, comme si l'une était objective et l'autre subjective. La connaissance de la nature est dialectique, elle évolue avec le temps, se dépasse elle-même. Parce que les humains entretiennent un métabolisme avec la nature, ils cherchent à la comprendre et développent des connaissances à son sujet. Or, ce métabolisme est lui-même médié par le métabolisme social. Marx écrivait déjà que si Darwin avait abouti à sa théorie de l'évolution, c'est aussi parce qu'il était plongé dans un métabolisme social historiquement spécifique, le capitalisme.
Il est remarquable de voir comment Darwin redécouvre parmi les bêtes et les plantes la société anglaise avec sa division du travail, sa concurrence, l'ouverture de nouveaux marchés, ses inventions et sa lutte pour l'existence malthusienne. C'est le bellum omnium contra omnes de Hobbes et n'est pas sans rappeler la phénoménologie de Hegel, dans laquelle la société civile apparaît comme un règne animal intellectuel, alors que, chez Darwin, le règne animal apparaît comme la société civile. Alors que Hobbes, reprenant la fameuse sentence « l'homme est un loup pour l'homme », calque les lois de la nature sur la société, Darwin semble calquer les lois de la société sur la nature. Voilà donc la critique que Lukács adresse à Engels. En prenant nos connaissances scientifiques comme des connaissances objectives arrêtées, il consent malgré lui à naturaliser la société capitaliste. Darwin projette la société dans la nature, et ensuite les idéologies bourgeoises se servent de cette théorie pour justifier l'existant. C'est le darwinisme social. Lukács écrivait déjà dans Histoire et conscience de classe « Lorsque l'idéal de la connaissance scientifique est appliqué à la nature, il ne fait que favoriser le progrès de la science, mais lorsqu'elle est appliquée à la société, elle s'avère être une arme idéologique de la bourgeoisie. » Or, dès son deuxième livre sur la filiation de l'homme, et par la suite le livre de Kropotkin sur l'entraide comme facteur de l'évolution, on voit que les premières vues de Darwin sur le fonctionnement de la nature étaient incomplètes. Elles n'étaient pas fausses, mais ne décrivaient pas les lois de la nature dans leur totalité. Certes, la nature évolue sous l'action de compétition entre individus, entre espèces, mais on ne peut pas résumer l'évolution à cela, parce que son moteur est tout aussi bien l'entraide entre les individus et entre des espèces. Les fourmis s'aident mutuellement contre les ennemis extérieurs, les labres nettoyeurs se nourrissent des parasites d'autres espèces. Cependant, dans la mesure où elle se rapporte à la réalité objective de l'être social et à la nature médiée par celui-ci, elle est la vérité objective, la vérité absolue qui ne change de position, d'explication théorique, etc., qu'en raison de la connaissance qui la dépasse et qui est plus complète et plus correcte. Nos connaissances scientifiques sont à la fois objectives et historiques. Les lois de la nature ne peuvent donc pas être prises comme telles et appliquées au fonctionnement des sociétés humaines. Lukács adopte donc, pour connaître la société et la nature, une méthode dualiste. Pour autant, la théorie matérialiste postule une ontologie moniste. La nature et la société font partie d'un même ensemble. La nature est la base sur laquelle s'érige la société. Elle est son présupposé nécessaire. Lukács écrit « Il va de soi que la société est née de la nature. Il va de soi que la nature et ses lois existaient avant la société, c'est-à-dire avant l'homme. Les humains font partie de la nature. En d'autres termes, ils font partie du flux incessant du métabolisme naturel. Il serait donc plus rigoureux de parler d'un côté des humains et de l'autre de la nature extra-humaine, plutôt que des humains et de la nature tout court, puisqu'en parlant des humains, on parle déjà de la nature. Les humains et la nature non humaine sont médiés par le travail et profondément entremêlés. En fait, Lukács concilie une méthodologie dualiste avec une ontologie moniste. Il postule que les humains font partie de la nature, ils n'en sont pas séparés, et en même temps, l'analyse de la société ne peut pas être directement calquée sur la nature pour en comprendre le fonctionnement. La société conserve une certaine autonomie analytique, puisque nous n'avons pas accès à une connaissance complète de la nature. Le procès en dualisme fait au marxisme est donc une arnaque. De la même manière, le constructivisme social de la nature de Vogel tombe à l'eau. Bien que la nature puisse être modifiée par l'homme, ça n'en fait pas pour autant un construit social. L'humain agit sur un substrat naturel qui lui préexiste et peut très bien exister indépendamment de lui. Il ne faut pas confondre le fait de modifier et le fait de construire. La nature est indépendante. L'économie se fonde justement sur l'extraction des ressources auto-construites de la nature. L'humain n'a pas produit le pétrole, il l'extrait. Marx parle justement d'un substrat naturel
comme base matérielle à la vie des humains. Ce substrat est fourni par la nature sans intervention humaine. Lorsque l'homme s'engage dans la production, il ne peut que procéder comme la nature le fait elle-même, c'est-à-dire qu'il ne peut que changer la forme des matériaux. Si la nature était un construit social, il n'existerait pas de nature avant l'apparition de l'espèce humaine. À la fin du livre, l'histoire entière d'Homo sapiens depuis son apparition jusqu'à aujourd'hui ne ferait l'objet que d'une poignée de lignes tout en bas de la toute dernière page. Sa présence sur Terre ne représente donc que 0,004% de sa très longue histoire. Et d'ailleurs, si l'on considère que dès que l'humain touche à la nature, c'est un construit social, c'est que l'on présuppose un dualisme originel entre l'humain et la nature. C'est une catégorie sociale seulement dans une perspective épistémologique, à savoir nos connaissances sur elle, notre manière de la décrire, de la penser, qui change selon les époques et les sociétés, pas dans une perspective ontologique, ce qu'elle est objectivement. Nos connaissances de la nature dépendent de la société. Pour autant, la nature en elle-même, en tant que fait objectif, existe indépendamment de nous. Saito résume: le matérialisme historique montre clairement qu'il existe une unité fondamentale dans le processus naturel et écologique d'échange métabolique entre l'homme et la nature. Matérialisme, dont les processus et les apparences réelles sont cependant toujours déjà médiés socio-historiquement et évoluent en conséquence historique. Lukács parle d'une double détermination du métabolisme entre l'humain et la nature qui est à la fois socio-historique et naturelle écologique, une interaction avec la nature déterminée par les structures économiques de la société. Dans Ontologie de l'être social, Lukács affirme qu'il existe un saut qualitatif entre le domaine de la nature et celui de la société. Bien que la société dérive de la nature, elle possède des propriétés qualitativement différentes qui émergent sous l'action de certaines relations sociales. Ces transformations sociales entraînent des changements dans la relation de l'homme avec la nature. Cette ambivalence de la nature et de la société, cette unité différenciée, est décrite par le concept, accrochez-vous, d'identité de l'identité et de la non-identité. Ça n'est pas si compliqué. À la fois, la nature et la société possèdent la même identité, elles font partie du même ensemble, c'est l'identité. Et en même temps, la société est différenciable du reste de la nature, comme la nature non humaine est différenciable des sociétés, c'est la non-identité. Et la société partageant cette identité première de faire partie du même ensemble tout en étant distinguable. C'est l'unité séparée. En fait, on retrouve dans les écrits de Lukács les deux niveaux de Mésaros. L'image que l'on pourrait en faire est celle d'un chapeau. On peut distinguer deux parties au chapeau, le bord et la couronne. Pour autant, le bord et la couronne font tous deux partie du chapeau. La couronne vient s'élever sur le bord, comme la société s'élève sur la nature. Et pour autant, la nature humaine et la nature extra-humaine n'obéissent pas aux mêmes lois. Foster et Angus écrivent à ce sujet: « Il n'y a aucune contradiction à considérer la société à la fois comme distincte et irréductible au système terrestre dans son ensemble, et en même temps comme une partie fondamentale de celui-ci. Qualifier cette approche de dualiste est comparable au fait de nier que votre cœur est à la fois une partie intégrante de votre corps et un organe distinct, doté de caractéristiques et de fonctions uniques. Sans cette distinction, impossible de trouver l'origine capitaliste de la faille métabolique, mais c'est pourtant bien l'ontologie moniste qui est à la mode dans les sphères écologistes. Le philosophe Bruno Latour affirmait par exemple que la relation entre la nature et la société était hybride. La société s'étant déployée sur la Terre entière, il ne serait plus possible de distinguer la nature et la société. C'est un monisme plat. Ce monisme plat est justifié par une fiction, l'Anthropocène. Une fiction parce que cet anthropos, cet humain sorte de sujet universel qui causerait les problèmes du présent, ne décrit absolument pas le réel tel qu'il est.
Certes, la crise écologique est causée par les humains, mais ce fameux Anthropocène n'a pas pour autant débuté dès l'apparition d'Homo sapiens il y a 300 000 ans. Andreas Malm pointe justement du doigt le risque de fétichisme, à savoir d'invisibilisation des rapports sociaux historiques qui ont produit le bouleversement du rapport des humains à la nature. Ce ne sont pas des traits humains, des caractéristiques humaines essentielles qui en sont la cause, sinon l'Anthropocène aurait débuté beaucoup plus tôt. De la même manière, parler d'anthropos comme sujet du problème, ce serait considérer que c'est l'espèce humaine dans son ensemble qui est responsable des catastrophes en cours. Or, nous savons bien qu'il y a au sein de cette espèce humaine des responsabilités différentes. Ce terme nous désarme complètement face aux réponses qu'il faudrait apporter. Le monisme plat qu'il engendre ne se donne pas les moyens de percevoir les spécificités sociales historiques qui sont la cause des dérèglements. La seule réponse est d'ordre technique. Paul Crutzen lui-même, celui qui a inventé ce terme d'anthropocène, proposait déjà la géo-ingénierie comme remède en proposant par exemple de déverser des aérosols dans l'atmosphère. La planète entière est certes couverte de l'empreinte de l'humain, mais cette empreinte est celle d'une structure sociale bien particulière, le capitalisme. Dans cet Anthropocène, où la société et la nature se sont hybridées, Latour distribue même du pouvoir d'action, agency, aux choses, les feux de forêt et les typhons devenant des acteurs à part entière. Pour les monistes latouriens, l'Anthropocène est l'ère du post-humanisme post-naturel, dans laquelle la distinction entre les humains et le non-humain est dissoute dans le monde des actants. On sent bien là-dedans un mysticisme écolo, une sorte de nouvelle spiritualité. Latour parlait très souvent de Gaïa pour désigner une sorte d'organisme à part entière, constitué de tous ces actants, humains ou non humains. En distribuant ce pouvoir d'action aux choses, Latour obscurcit complètement le rôle central de la forme spécifique du métabolisme social par lequel les humains entretiennent leur métabolisme avec la nature. Latour va même plus loin. Pour lui, il faut transitionner de ce mauvais Anthropocène au bon Anthropocène. Il adopte ici une attitude hyper moderne. Il veut développer davantage l'hybridation avec la nature pour créer une intimité avec de nouvelles natures. Latour a participé à la rédaction du manifeste éco-moderniste qui affirme que la poursuite de l'intervention sur la nature par l'augmentation du pouvoir social, économique et technologique est une occasion préalable à l'avènement du bon Anthropocène démocratique. Effectivement, si la nature et la société sont complètement hybrides, que c'est la même chose, alors la société devrait pouvoir agir comme bon lui semble sur la nature, sur elle-même. C'est pour ça que Latour n'était pas étranger à la géo-ingénierie. Si la nature est en fait sociale, alors les lois de la nature peuvent être transformées à l'envi. Et de la même manière, si la société et la nature sont hybridées, cela veut dire que la société, telle qu'elle est aujourd'hui, est naturelle. Alors pourquoi chercher la source de nos problèmes dans ce qui est naturel et immuable ? En fait, ça résume bien qui était Latour, un philosophe apprécié des médias et qui était devenu la mascotte de Sciences Po. Mais ça n'a été possible que parce que Latour ne dérangeait pas le pouvoir, parce qu'il ne dérangeait pas grand monde. Il ne remettait pas du tout en cause le système capitaliste. Pire encore, il soutenait l'approfondissement de l'artificialisation de la planète, donc par le capital, pour approfondir cette hybridation et créer une intimité avec de nouvelles natures. Sacré programme. Un écologisme moniste qui, sous couvert de care pour la nature, finit parfois à vouloir contrôler des écosystèmes entiers, refusant de voir que la nature reste et restera, dans une certaine mesure, un ailleurs. John Bellamy Foster conclut « Face à la bifurcation très réelle du monde dans l'Anthropocène par la reproduction sociale métabolique aliénée du capitalisme, se concentrer sur les truismes selon lesquels le monde est finalement un et que la production humaine crée inévitablement une nouvelle forme hybride de lien entre l'homme et la nature, comme si cela transcendait en soi les processus et les lois naturelles, revient à minimiser la profondeur réelle de la crise dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui placé.
Voilà donc la réponse à notre problème de départ. La perspective marxiste doit être moniste dualiste, l'unité séparée. Il est indéniable que les sociétés humaines font partie de la nature, et en même temps, il faut bien pouvoir les distinguer de la nature, car elles conservent une autonomie vis-à-vis de l'extra-humain. De cette manière, l'écologie politique peut se donner les moyens de trouver les causes des effets qui menacent les conditions de la vie sur Terre. Le métabolisme social capitaliste agit sur son substrat naturel comme un parasite sur son hôte. En dévorant son porteur, sa base matérielle, il va finir par se détruire lui-même. Les monistes plats, eux, s'embarquent dans un technosolutionnisme qui, finalement, n'était pas si différent du prométhéisme du jeune Marx, une vision qui l'a diamétralement transformé, arrivant sur ses vieux jours. C'est ce que nous verrons dans le dernier épisode.